Bien, donc j'appelle maintenant comme témoin à la barre Lia Cavalcanti. Donc madame, vous êtes ancienne experte auprès de la Commission européenne sur les drogues et vous avez aussi dirigé une structure de réduction des risques et de soins pendant, je crois, plus de 30 ans dans le quartier de la Goutte d'Or à Paris. Donc nous écoutons votre témoignage. Merci beaucoup, merci de cette invitation. Et je vais avoir la dure tâche de synthétiser une histoire millénaire en 6 minutes. Bien, nécessairement, ça sera bâclé et je serai à votre disposition pour toutes les informations complémentaires. Passons au vif des sujets. Travaillant pour la Commission européenne, j'ai pu sillonner tous les Moyen-Orient. J'ai préparé la rentrée de quelques pays de l'ancienne Europe de l'Est dans l'Union européenne et j'ai travaillé en toute l'Amérique latine et l'Amérique centrale, particulièrement sur les questions des drogues. Donc, ma vision, je vais me rapporter à la situation française, mais avec un regard aussi qui est global. Donc, je commence par une évidence qu'il n'y a jamais eu, en toute l'histoire de l'humanité, des sociétés sans drogue. Ça, c'est une affirmation scientifique. Alors, les petits accents, ça ne m'améliore pas. Et comme je viens du Brésil d'un long séjour, je vais mâcher sous les mots, mais voilà. En principe, c'est absolument compréhensible. Donc, les drogues ont toujours existé, mais les moments où tout est accéléré, ça veut dire les siècles où les drogues prennent une place flamboyante dans la vie sociale, c'est sans doute le 19e, et pour différentes raisons. La première, c'est les grands progrès de la chimie qui va faire à fin du 19e qu'on synthétise par la suite la morphine, la codéine, l'héroïne et la cocaïne au début déjà des 20e et tous les commerces qui découlent de ces procédures pharmaceutiques. Mais avant qu'elles soient synthétisées, les produits existaient. Ça veut dire, avant, depuis la nuit des temps, on pouvait se procurer, ça veut dire Homère déjà a des chapitres célèbres où il évoque la consommation des fluides qui nous font oublier même la mort d'un propre fils. Donc les drogues ont toujours existé, elles n'ont jamais posé des problèmes sociaux. Ça veut dire les sociétés créaient les moyens de réguler ces usages de façon extrêmement habile, permettant à certains moments tolérant des consommations et enfermant cette tolérance. Il y a des fêtes, il y a des rituels qui permettent ça. Nous-mêmes, le 31 décembre, on permet des consommations de masse d'alcool et le 1er janvier, les mêmes comportements seraient lourdement sanctionnés et toutes les sociétés ont trouvé les moyens de réguler ces usages. Alors, mon point central, c'est de vous affirmer que l'histoire de la prohibition, qui est l'histoire d'à peine un siècle, elle était déterminée pour des besoins éminemment économiques. Les questions de santé n'ont été pour rien dans les législations à l'échelle mondiale. Et je pourrais prendre deux grands versants, la version nord-américaine et la version française. Mais en 6 minutes, ça sera extrêmement difficile. Bien, donc, dans les 19e siècle, on démarre déjà avec quelque chose d'extrêmement singulier. Ça veut dire la France et l'Angleterre se sont battus auprès de la Société des Nations pour la liberté du commerce, qui c'était la vente d'opium au peuple chinois. Les peuples chinois qui demandaient empressément auprès de la reine Victoria l'arrêt de ces commerces néfastes qui étaient en train d'assassiner son peuple. Pour des besoins économiques, la France, d'abord l'Angleterre, la première guerre de l'opium, 1929. Ensuite, la France qui s'associe à l'Angleterre dans la deuxième guerre de l'opium en 1856, reivindique la liberté du commerce. Quand très subtilement interdit les consommations dans ces deux petits pays sans beaucoup de publicité parce qu'il reivindiquait les droits des commerçants. Reine Victoria affirme même dans une lettre que l'Angleterre ne peut pas s'épasser de cette source très importante de revenus. Je vous dis même que dans la colonisation de l'Indochine, 40% des coûts de la colonisation de l'Argentine étaient couverts par les commerces de l'opium
que la France en faisait. Ça veut dire l'intérêt commercial des trafics, qui ne s'appelait pas trafic, s'appelait commerce, je vous signale. Ça veut dire c'est uniquement avec les pertes des colonies françaises à partir de 1950, on change. Parce qu'on avait même la régie des Kif au Maroc. Ça veut dire cette grande puissance coloniale ont commercé des substances. Ils ne sont pas préoccupés de restreindre leur commerce tant que eux, ils étaient les premiers bénéficiaires de ces commerces. Donc, les législations prohibitives vont commencer à émerger. C'est très singulier parce que les colonies commencent à se libérer à partir des années 50 et la première loi française est de 1970. Donc, et on va voir comment, étant en pleine conscience de qu'il y a, ça veut dire, des présences de la mafia depuis Luc Luciano et depuis l'événement de la Deuxième Guerre mondiale, la présence des trafiquants de drogue à Marseille est avérée et connue par les gouvernements, autant locaux que centraux. Aucune mesure, y compris des juges, ont laissé leur peau dans la tentative de réguler ces commerces. Et exactement, ce n'est que dans un moment très spécifique de l'histoire de France, quand les colonies sont déjà libres, donc on ne commerçait plus, on ne bénéficiait plus du commerce de ces substances à partir de début des années 50. L'affaire de la French Connection va laisser la France dans un très mauvais état aussi, parce qu'on se rend compte que toute l'héroïne qui est vendue à Chicago, on retrace à travers la CIA et on trouve que les laboratoires de transformation se trouvent à Marseille. Et à ce moment, ça veut dire du point de vue de l'opinion publique internationale, la France était dans un très mauvais état. Mais les coups de grâce a été sans doute les événements de 68, parce que il semblerait qu'il y avait dans la consommation du cannabis une forte dimension contestataire. Et évidemment, c'est uniquement à ce moment qu'on commence à se poser les questions de qui peut-être il fallait éradiquer par une législation extrêmement brutale, ça veut dire la législation la plus répressive de l'Europe, promulguée jusqu'à présent, qui a donné suite, je ne sais pas combien de minutes j'ai déjà avalé. On va devoir arrêter ce témoignage. Oui. Il faut que j'arrête. Oui. C'est déjà 6 minutes passées. Oui, ça fait 6 minutes. Alors j'ai peut-être une question. Pardon. Je conclue en disant une seule chose. C'est capital ce que je veux vous dire. Ce n'est pas de la blague. Ça veut dire, les premiers pays qui ont décidé de légiférer draconiennement sur les drogues, ça a été les États-Unis. Ça veut dire qui est arrivé même à la loi Sèche en 1919. Et qui a été les grands financiers? Ça, c'est très important. J'ai fait des séminaires en Angleterre avec des historiens anglais. À ces propos, il y a des films d'époque. Les grands financiers de la prohibition aux États-Unis a été rien d'autre que le capital automobilistique. C'était Henry Ford qui voulait à tout prix, pour augmenter la productivité des entreprises, une législation qui empêchait que quelqu'un saoul ou camé puisse être dans la chaîne de production avec le taylorisme. Donc, les grands financiers, et c'est lui qui, paradoxalement, va être le grand financier de la levée de la prohibition quand il découvre les pouvoirs d'Al Capone. Et j'ai fini pour vous dire que le pays qui a inventé la prohibition, il est en train d'inventer la levée de la prohibition. Et devant ce tribunal, je voulais vous signaler qu'il y a plus d'États américains aujourd'hui qui ont régulé les commerces, la vente et l'usage des cannabis qu'aujourd'hui qui l'interdisent. Et ce mouvement, il est déterminé, pas pour les besoins de santé, pas pour des questions politiques, mais pour des questions économiques. C'est pour régler les dettes des pays, des États extrêmement réactionnaires comme l'Alaska sont en train de se mettre. Il n'y a aucun moment les intérêts de la santé. Donc, j'affirme devant la Cour que nous sommes devant à une question qui est éminemment politique, puisque économique, et qu'il n'y a aucun moyen. Les besoins de santé ont déterminé cette prohibition. Uniquement pour vous dire une dernière chose, l'Union européenne a réussi à modéliser le monde en imposant contre n'importe quelle aide financière à n'importe quel pays dans le monde. Et comme experte, j'ai descendu avec beaucoup de financement public
La seule condition pour que l'Union européenne finance quoi que ce soit, c'était qu'on signe la Convention de Vienne. Donc, ça veut dire l'homogénéisation du monde à partir de la Convention de Vienne est encore une fois une imposition pour des questions économiques. Les pays ont signé les uns après les autres uniquement pour des questions économiques. Je suis à votre disposition. Évidemment, c'est une caricature tout ça, mais on ne peut pas faire mieux en 6 minutes. Excusez-moi pour avoir épuisé mon temps. On a bien entendu le propos qui est sur les causes assez profondément économiques. Je vous les démontre. Ce n'est même pas une affirmation idéologique, c'est une démonstration. C'est vrai qu'il faudrait un peu plus de temps pour avoir les tout l'historique. textes qui mettent en avant les questions de santé et les résultats en termes de santé produits pour la législation. Tandis qu'économiquement, on s'est rendu compte de tous les bons résultats. Aujourd'hui, la dette de Colorado est payée et on est en train de rembourser même les contribuables. Donc, du point de vue économique, les résultats sont là. Du point de vue de la santé, zéro donné. Merci beaucoup. Merci pour ce témoignage. On n'aura pas le temps du coup pour une question. Donc je vous invite à regagner la salle.